Bonjour à tous et bienvenue dans la semaine de l'écho sur France 24. À la une, Theresa May convoque des élections législatives anticipées le 8 juin. La première ministre britannique a obtenu l'aval du Parlement. Son but, consolider sa position lors des négociations sur le Brexit. Alors quelles seront les conséquences de ce scrutin sur la rupture avec l'Union européenne ? Les assemblées annuelles de printemps du FMI et de la Banque mondiale ont lieu cette semaine à Washington. Le FMI a révisé à la hausse ses perspectives de croissance à 3,5% en 2017. Mais les risques de dégradation persistent. L'institution met en garde contre les politiques de repli sur soi et un relèvement plus rapide que prévu des taux par la Fed. Enfin, la reprise aux États-Unis explique pour une grande partie une meilleure conjoncture. Les marchés anticipent le plan de relance du président Donald Trump. Alors, y a-t-il un effet Trump ? La politique protectionniste du président américain pourrait-elle remettre en cause l'embellie ? Et on en parle tout de suite avec mes invités. Jean-Marc Daniel est avec moi. Bonjour Jean-Marc, économiste et professeur à l'ESCP Europe. Guillaume Duval, rédacteur en chef d'Alternative économique. Bonjour. Bonjour. Également auteur de La France ne sera plus jamais une grande puissance. Tant mieux, et c'est aux éditions La Découverte Poche. Et puis Jean-Marc Vittori est avec nous. Bonjour Jean-Marc, éditorialiste au journal Les Échos. Theresa May a obtenu le feu vert du Parlement pour l'organisation d'élections législatives anticipées le 8 juin prochain. Alors l'objectif de la Première ministre britannique, c'est de renforcer sa légitimité avant les négociations sur le Brexit. Quelles seront les conséquences de ce scrutin sur la rupture avec l'Union européenne ? Je vous propose d'écouter la Première ministre britannique et on en débat ensuite. Ce Parlement a voté le déclenchement de l'article 50. Mais le Parti travailliste a clairement fait comprendre qu'il envisageait de voter contre l'accord final. Les nationalistes écossais ont dit qu'ils voteraient contre la législation nécessaire pour sortir de l'Union européenne. Les libéraux-démocrates ont dit qu'ils immobiliseraient complètement le gouvernement en place. Et la Chambre des Lords a également menacé de nous barrer la route. C'est le moment de demander aux Britanniques de renouveler leur confiance en moi ainsi qu'envers le Parti conservateur pour assurer que leur vote de l'an dernier, un vote pour le Brexit, soit respecté. Un projet de sortie de l'Union européenne qui fera de ce pays une Grande-Bretagne plus forte, plus juste et plus ouverte sur le monde. Jean-Marc Daniel, petit revirement tout de même de la part de Theresa May. Oui, enfin, Theresa May a eu une position assez étrange dans ce débat, puisqu'elle n'était pas, on ne savait pas très bien si elle était pour ou contre le Brexit. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'elle utilise un certain nombre d'arguments pour essayer de profiter d'une période où son adversaire principal, qui est le Parti travailliste, est plutôt en situation délicate. C'est-à-dire le Parti travailliste a du mal à se positionner, aussi bien sur le Brexit que sur... il est très faible. Oui, il est très faible. Et dans son discours aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'elle voit bien qu'il y a une menace des nationalistes écossais. C'est-à-dire que les nationalistes écossais veulent engager des procédures de blocage. Et je pense que là, le Royaume-Uni est en train de nouveau jouer avec le feu, non plus simplement dans son statut vis-à-vis de l'Union européenne, mais dans sa subsistance même. C'est un coup de poker, là ? C'est un peu un coup de poker. Je pense qu'elle espère notamment obtenir des voix en Écosse, quand on regarde un peu, obtenir que la suprématie du SNP en Écosse, qui à l'heure actuelle est écrasante, soit un peu ébranlée. Du Parti nationaliste. Le Parti nationaliste écossais. Et puis, pour conclure un peu sur cet aspect, ce que je trouve intéressant, c'est de remettre ça en parallèle avec le discours qu'avait tenu son chancelier de l'échiquier quand il a présenté le budget. Il a dit en 1976, les Américains nous ont abandonnés entre les mains du FMI. En 1992, les Européens nous ont abandonnés entre les mains des spéculateurs. Il va falloir qu'on se fasse à cette idée, finalement, que nous sommes seuls, mais dans un monde, dans une économie mondiale. C'est-à-dire que nous sommes seuls, ça ne veut pas dire qu'il faut que nous nous replions sur nous-mêmes, mais ça veut dire qu'il faut que nous fassions des efforts. Et je pense qu'elle va demander aussi à son peuple d'authentifier non seulement la négociation avec les Européens, mais aussi une reprise en main des finances publiques et la poursuite de la politique d'austérité qui a été menée par Osborne et qui a été confortée et confirmée par Hammond, l'actuel chancelier de l'échiquier. La Grande-Bretagne a quand même un déficit extérieur qui représente 5% de son PIB. Son déficit de la balance des paiements courants est très très élevé. Donc c'est un pays qui a besoin de s'interroger sur son avenir et sur sa capacité à équilibrer ses comptes. Jean-Marc Vittori, c'est un coup de poker ou un coup de maître alors ? Parce qu'elle est populaire, Theresa May, il faut le rappeler. A priori, c'est plutôt un coup de maître. On se retrouve... Je vais faire un petit parallèle historique. On se retrouve en France en 1995 avec Jacques Chirac, qui est en 1997. Jacques Chirac est président de la République. Il a une chambre qui n'est pas vraiment à sa main, avec une majorité qui est un peu courte. Et il décide de dissoudre parce que
comme le disait Jean-Marc à propos du Royaume-Uni, il allait falloir faire des efforts budgétaires. À l'époque, c'était pour se préparer à l'entrée dans l'Union monétaire. Sauf que l'issue n'était pas tout à fait ce qu'il voulait. Sauf qu'il avait en face de lui un parti socialiste qui était à peu près constitué, avec Lionel Jospin qui avait été conforté par son score tout à fait honorable lors de l'élection présidentielle 2 ans plus tôt. Et donc, il s'est passé quelque chose que Jacques Chirac n'avait pas prévu. Là, le scénario est extrêmement différent, puisque Jeremy Corbyn, c'est un peu comme si Jacques Chirac avait affronté non pas un PS mené par Lionel Jospin, mais par Benoît Hamon, dans une situation extrêmement cornerisée et très difficile. Donc, a priori, c'est plutôt un coup de maître. Mais attention, parce qu'il y a effectivement des dissensions à l'intérieur du Royaume uni, qui l'est peut-être de moins en moins, avec les Écossais, avec aussi les Irlandais du Nord. Guillaume Duval, elle veut justement renouveler une légitimité, Theresa May ? Elle veut surtout profiter, je pense, d'une situation économique qui n'est pas encore très dégradée par le Brexit, qui n'a pas eu encore des conséquences réelles très importante sur l'économie britannique, mais qui risque d'en avoir assez rapidement maintenant. Donc, elle essaie de profiter de cet espace de temps. Je ne suis pas sûr que, même si ça a réussi, ce soit un vrai coup de maître, parce qu'en fait, on gouverne bien quand on a une majorité serrée. Si elle obtient réellement une majorité large, elle risque d'être à la merci des extrémistes conservateurs, et ce n'est pas sûr que ça lui facilite la tâche dans ses négociations avec l'Union européenne par la suite. Elle ne pourra pas dire à ses députés si vous êtes pas sage, je risque d'être renversé, etc., etc. Ça ne donne pas une plus grande marge de manœuvre tout de même. C'est pas si évident que ça, même si elle réussit son coup au niveau de la majorité parlementaire. Alors vous parliez de la situation économique, Guillaume Duval. Jean-Marc Daniel, justement, on regarde les chiffres. Le FMI dit 2% de croissance, a priori, en 2017 au Royaume-Uni. Donc la croissance continue. La livre, d'ailleurs, après l'annonce de Theresa May, a rebondi pour atteindre un plus haut. Alors que tout le monde avait tout de même annoncé que ce serait une catastrophe. Donc pour l'instant, comment expliquer la résilience de l'économie si on revient juste britannique. après le Brexit, pour reprendre le discours du chancelier de l'Échiquier, au mois de novembre, il avait annoncé un plan de relance pour soutenir l'activité économique. Et le FMI, à l'époque, avait une fourchette de croissance pour le Royaume-Uni en 2017 qui allait de 0,5% à la récession. Et maintenant, effectivement, tout le monde annonce qu'il va y avoir 2% de croissance. Alors, je crois qu'on a surestimé les conséquences du Brexit, c'est-à-dire que... Surestimé à court terme. À court terme. Aussi. Et alors, effectivement, il y a un problème de calendrier. C'est-à-dire que un des enjeux de l'économie britannique, ça va être de maintenir une position dans l'économie mondiale qui ne soit pas une position protectionniste. C'est-à-dire de ne pas faire un choix, qui est le choix un peu de Trump, c'est-à-dire de considérer que le refus du peuple britannique de continuer l'aventure européenne doit conduire à faire du protectionnisme. Alors là, auquel cas, effectivement... Pourtant, c'est ce qu'elle brandit aujourd'hui, Theresa Non, May. parce qu'elle parle de Global Britain. Elle dit, écoutez, encore une fois, leur discours consiste à dire, c'est pas tellement nous qui partons, c'est un certain nombre de gens qui, à un moment donné, dans l'histoire, nous ont plus ou moins écartés, et nous allons donc jouer le jeu d'une économie britannique et d'un pays, d'une nation très ouverte sur l'extérieur. Et vous avez toute une partie du Parti conservateur qui parle d'une logique d'anglosphère. C'est-à-dire, les Européens ne vont pas se laisser faire tout de même. Mais effectivement, mais je pense qu'on rentre là dans une guerre qui va être une guerre sur le plan juridique de tranchées. C'est-à-dire que les gens ne mesurent pas le nombre de petits détails qu'il va falloir régler. Et au quotidien, je pense que l'entrepreneur britannique, l'ouvrier britannique, lui, ça ne l'affectera pas. Il continuera à produire et il sera persuadé qu'effectivement, ces marchés sont peut-être plus maintenant à Singapour ou au Nigeria qu'en Allemagne ou en Pologne. Jean-Marc Vittori risque de payer tout de même. Bon, déjà, il y a une facture à payer entre 55 milliards et 60 milliards d'euros. Enfin, c'est ce que veulent les Européens. C'est ce qu'a avancé Michel Barnier. Donc, il va falloir payer une facture. Enfin, il risque de payer le prix de ce Brexit. Parce que pour l'instant, c'est vrai que on n'a pas vu. Le Brexit n'a pas encore commencé. Donc, en ça fait un moment qu'on dit ça. Oui, mais bon, c'est pas très étonnant qu'ils ne payent pas la facture de quelque chose qui n'a pas encore commencé. Mais souvent, les marchés anticipent. Même si, mais ils vont commencer. C'est pour ça que je pense que le moment de la dissolution ne vient pas par hasard. Les Britanniques vont commencer à le payer déjà par de l'inflation. Oui. L'inflation a déjà commencé à accélérer. Ça a déjà commencé, mais ça va continuer. Et les Britanniques n'en ont pas encore pris la mesure sur leur pouvoir d'achat. Et ça, ils vont le faire dans quelques mois. Et à ce moment-là,
clairement, les choses vont devenir un peu plus compliquées pour l'économie britannique. Guillaume Duval, est-ce que finalement la discussion va se porter justement sur le niveau des droits de douane? Parce que j'ai lu un papier aujourd'hui dans la presse britannique disant s'ils sont à 22%, là effectivement, ils risquent d'en payer un prix fort. Donc ça va se tourner autour de cette question, puisqu'elle veut sortir du marché unique, Theresa May. Oui, enfin je pense que les questions vont surtout porter sur l'implantation des entreprises, sur qu'est-ce qui reste à la City ou pas, est-ce que l'automobile britannique continue à pouvoir exporter, donc est-ce que les usines restent, etc. etc. Donc c'est là-dessus beaucoup que les inquiétudes vont porter, mais c'est vrai qu'on a vu déjà, dans les dernières semaines, s'illustrer ce que Jean-Marc Daniel disait, c'est-à-dire par exemple vis-à-vis de la Turquie, Theresa May a été une des premières à féliciter Erdogan, à rechercher le contact avec lui. Donc oui, ils vont tenter de contourner l'Europe pour se mettre en contact de tout le reste du monde. Quel sera l'impact économique au niveau, quand vous disiez tout à l'heure, les entrepreneurs britanniques vont chercher des marchés au Nigeria, etc. Le problème, c'est que pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'entrepreneurs britanniques qui ont des marchés à l'extérieur. Donc c'est ce que disait Jean-Marc Daniel. C'est un pays qui est très désindustrialisé, encore plus que nous. Et je ne suis pas sûr du tout qu'il soit sur la voie de rétablir une industrie britannique avec cette politique. Donc cette résilience est temporaire, cette résilience de l'économie? Oui, je pense qu'elle est temporaire pour les raisons que Jean-Marc Vittori a dit aussi, c'est-à-dire qu'en particulier sur la question de l'inflation, pour l'instant, ça monte lentement, mais ça n'a pas eu d'effet très sensible encore sur le pouvoir d'achat des Britanniques et sur les questions d'investissement étranger, d'implantation des entreprises. C'est des décisions de long terme qui sont en train de se faire, mais qui n'auront d'effet sur l'emploi britannique que dans un an ou deux. Alors Jean-Marc Daniel, c'est vrai que là, pendant 2 mois, on peut dire que le processus est entre parenthèses, non? Elle va faire campagne, Theresa May. Tout le monde va être en campagne. Il va y avoir quand même un problème. Ce problème d'inflation est un problème crucial, d'autant plus que les bénéfices de l'inflation qui consistent à effacer la dette n'existent pas dans le cas du Royaume-Uni, puisque le Royaume-Uni est de très loin le pays au monde dont la dette est la plus indexée sur l'inflation. 1/3 de la dette publique est indexée sur l'inflation. Et donc là aussi, les autorités, le Trésor britannique disent qu'il faut lutter contre l'inflation parce qu'on en aura les inconvénients en termes de baisse de pouvoir d'achat avec un impact éventuel sur les résultats électoraux, sans en avoir l'avantage qui est l'élimination de la dette publique. Donc, il va falloir qu'il lutte contre l'inflation. Et donc il va falloir qu'il tende la politique monétaire. Je pense qu'on va vers un durcissement de la politique monétaire britannique assez violent. Jean-Marc Vittori, vous êtes d'accord? Oui. Donc impact plutôt récessif. Impact récessif et qui vient plus tard que prévu parce que le Brexit est lancé beaucoup plus tard qu'on ne le prévoyait. Guillaume Duval. Et alors les Européens peuvent tirer leur épingle du jeu ou pas? De toute façon, c'est un jeu perdant-perdant. C'est un jeu perdant-perdant. De toute façon, ça va être difficile pour nous, mais dans des proportions beaucoup moins grandes que pour les Britanniques. Mais ça sera le dernier mot de cette première partie. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve après le journal.